Signal pour le départ. C'est bon? Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Je me présente, Françoise Paquette. Je suis directrice des relations gouvernementales pour le Conseil québécois du commerce de détail. Donc, au nom du Conseil québécois ainsi que de notre partenaire de formation Détail Québec, je vous souhaite la bienvenue à cette présente formation. Une formation qui va porter sur la démystification de l'achat responsable, volet 1. J'insiste sur le volet 1, compte tenu qu'il y aura une suite, donc volet 2 qui sera donné le 11 juin prochain. Donc, cette formation, dans le cadre de ce webinaire, va vous être donnée par Mme Anne-Marie Saunier, qui est la directrice générale de l'ECPAR. Donc, bonjour Anne-Marie. Bonjour. Anne-Marie est directrice générale de l'ECPAR, qui est un réseau d'organisations qui collaborent pour accélérer la mise en place de l'achat responsable au Québec. Elle a réalisé plusieurs études, plans d'action, accompagné les gouvernements des grandes entreprises dans toute leur approche pour améliorer leur achat local responsable et tout ça. Fait intéressant, l'ECPAR publie également ce qu'on appelle le baromètre de l'achat responsable au Québec. Donc, ils en sont rendus à la 3e édition. J'espère que, Anne-Marie, tu vas en donner quelques informations. Donc, 3e édition, une première qui avait eu lieu en 2012, en 2016, et l'ECPAR vient tout juste de lancer leur 3e édition du baromètre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'entreprise, on va vous en faire part un petit peu plus loin, mais je crois qu'effectivement, c'est possible pour vous en tant qu'entreprise de pouvoir y participer. Donc, il y a un sondage qui est actuellement en cours et qui peut vous permettre de mesurer votre performance au niveau de l'achat responsable. Donc, je pense que c'est intéressant. Je suis également accompagnée dans le cadre du présent webinaire de ma collègue Vanessa Lamétrie. Vanessa qui est coordonnatrice de projet au niveau du conseil et qui va gérer toute la portion des questions en lien avec le présent webinaire. Donc, côté fonctionnement, je vous rappelle que la durée est de 1 heure. Elle sera consacrée en 2 parties. Donc, la première partie pour la présentation de Mme Saunier, qui va durer environ une quarantaine, 35-40 minutes environ. Et on réserve la portion des questions à la toute fin, donc pour environ une période de 20 minutes. Donc, n'hésitez pas, profitez-en. Vous avez l'occasion d'avoir une grande experte avec vous. Donc, j'en profite pour adresser le maximum de questions durant cette 2e période-là. Donc, peut-être avant de débuter et de laisser la parole à Anne-Marie, je vais demander à Vanessa de peut-être donner certaines petites indications là, sur comment est-ce qu'on peut, pour ceux qui sont moins familiers avec la plateforme Zoom, comment est-ce qu'on peut adresser les questions dans le cadre de la présente formation. Donc, Vanessa. Oui. C'est ça. À tous les participants, vous allez avoir 2 options pour poser vos questions. Durant toute la présentation d'Anne-Marie, vous avez l'option questions-réponses, un outil qui se trouve en bas de votre écran, dans la barre de tâches. Donc, vous posez vos questions à l'écrit grâce à cet outil. Puis par la suite, au moment des questions-réponses, à la fin de la présentation, si vous désirez poser une question à l'oral, vous avez l'option main levée également en bas de votre écran. Une fois la main levée, je vais pouvoir activer votre micro pour poser votre question à l'oral et Anne-Marie pourra y répondre également à l'oral. Voilà, ça fait le tour. Merci. Donc, je partage mon écran? Oui, c'est parti. On laisse la place. Parfait. Webinaire. Ça va? Vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Merci. Et vous le voyez toujours maintenant? Je suis en mode diaporama. C'est parfait également. On le voit toujours. Excellent. Donc, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de présenter au réseau du Conseil québécois du commerce de détail à nouveau. En fait, c'est la 3e fois ou la 4e fois que j'ai l'honneur de présenter sur la question de l'achat responsable à votre réseau. Donc, aujourd'hui, c'est une rencontre, somme toute, assez courte, un échange via lequel je voulais pouvoir quand même vous transmettre où on en est dans ce qu'on travaille sur la question de l'achat
d'achat responsable au Québec et au Canada en général. Là, l'ECPAR, donc l'espace de concertation sur les pratiques d'approvisionnement responsable, on fait partie d'un réseau pan-canadien d'achat responsable. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment un peu où on en est rendu, là, ce qu'on essaie de mettre en place avec les organisations. Et tout simplement pour vous donner une petite idée de notre réseau, l'ECPAR, donc qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Bien, oui, effectivement, c'est un réseau d'organisations privées, publiques, des municipalités, des universités, des entreprises privées, quelques détaillants qui ont uni leurs efforts, au fond, pour pouvoir avancer plus rapidement pour mettre en place la question de l'achat responsable. Et je voulais vous dire, pendant peut-être prendre 2 petites minutes pour vous dire que dernièrement, on a consulté l'ensemble de nos membres avec la crise de la pandémie qu'on vit aujourd'hui pour valider, au fond, toute la pertinence ou la question de continuer à travailler le dossier de l'achat responsable en ce moment, en 2020. Est-ce que les organisations allaient être attentives à notre message, etc. Et on a vraiment confirmé, là, avec nos réseaux, nos partenaires, nos membres, que oui, c'était vraiment une question clé puis qu'il fallait continuer de promouvoir ce message-là. Donc, c'est donc sur cet élan-là que ce matin, je vous présente ce qu'on veut faire en matière d'achat responsable, mais vous dire au fond que pour nous, en 2020, l'achat responsable est plus pertinent que jamais. C'est réellement incontournable pour toute organisation, commerce, entreprise qui veut faire du développement durable. Toucher à ses approvisionnements, c'est absolument indispensable de l'inclure dans la démarche. Ce qu'on veut faire, c'est gérer les risques. On ne se le cachera pas. Puis avec aussi la question de la pandémie, on a revisité cette question-là d'être en mesure de vraiment gérer les risques et le fait de mieux observer l'ensemble des risques environnementaux, sociaux, corruption, proximité des fournisseurs dans le cadre d'une démarche d'achat responsable, mais ça aide à gérer les risques en général sur la chaîne d'approvisionnement. Ça, on l'a démontré plusieurs fois, puis on pense que ça vaut vraiment la peine d'amorcer la démarche, ne serait-ce que pour ça. Ce que je voulais vous mentionner aussi rapidement avec la petite ligne de vie qui est ici de 1976 à 2017, vous montrer que depuis une vingtaine, trentaine d'années, au fond, il y a de plus en plus de lois et de règlements qui obligent les entreprises privées, les États, les gouvernements, les municipalités à faire de l'achat responsable. Donc, on devient de plus en plus, c'était des mesures volontaires en 1976. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis ce dossier-là, mais on voit maintenant, surtout sur le marché européen, mais aussi dans certains États américains, qu'il y a des obligations des entreprises pour qu'elles rendent compte de la façon dont elles gèrent les enjeux environnementaux et sociaux sur leur chaîne d'approvisionnement. Donc, on pense aussi que c'est une façon d'anticiper les lois, les règlements qui s'en viennent. Et on le voit aussi au Québec, là, il y a des règlements qui encadrent, qui vont encadrer différemment la gestion de la matière résiduelle, ces questions-là, et d'utiliser les approvisionnements, ça va devenir aussi un levier de plus en plus. Mais surtout, l'achat responsable est une contribution vraiment précise aux objectifs de développement durable des Nations unies. Il y a un objectif parmi ces objectifs-là sur lesquels l'ensemble des pays des Nations unies se sont entendus, c'est l'objectif 12 qui dit on doit consommer et produire de façon responsable. Et l'objectif, c'est faire plus et mieux avec moins. Donc, travailler la question de l'achat responsable, ça rencontre les objectifs de développement durable, ça contribue à l'économie circulaire et sobre en carbone qu'on a besoin de mettre en place aujourd'hui sur la planète. Donc, c'est un peu l'introduction. Si vous avez des questions tout à l'heure sur cette question-là, ça me fera plaisir d'y répondre. Et c'est ce qui m'amène là à entrer plus précisément dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est l'achat responsable? Je vais tasser ça un peu que vous puissiez voir. Donc, quand on travaille achat responsable, je pense que ça doit être assez familier avec vous, l'ensemble des enjeux du développement durable, environnemental, social et économique. Donc, sur le plan environnemental, qui est un fer de lance extrêmement important, ce qu'on vise à faire, c'est assurer la circularité de la matière. Donc, réduire l'utilisation de la matière première qu'on utilise pour tous les produits qu'on achète et réduire à la source la matière résiduelle qu'on génère. Je vous dirais que c'est un accent qui est très, très important en ce moment pour les organisations avec lesquelles on travaille. Oups, je suis allée un petit peu trop vite.
Pardon. Un autre aspect important, c'est éliminer l'ensemble des substances dangereuses qui peuvent être utilisées pour fabriquer des produits, les vernir, les composantes. Donc, c'est un aspect qui est très important, qui est en place déjà au niveau de plusieurs lois environnementales, mais les achats responsables visent à aussi aller plus loin là, que ce que les lois, les règlements exigent. On veut aussi, bien évidemment, réduire les émissions de GES et on sait qu'au Québec, au Canada, c'est toute la question des moyens de transport et les bâtiments qui sont les focus sur lesquels on pourrait se pencher. Réduire la consommation d'énergie, les autres consommables et favoriser l'offre responsable. Donc, quand des fournisseurs ont une offre plus responsable à nous proposer, bien, qu'on leur permette de tester leurs produits, de faire des preuves de concept de leurs produits. Donc, tout dépendant selon ce qui peut s'appliquer pour nous, c'est ce qu'on cherche à faire sur le volet environnemental. Au niveau du volet économique, on veut calculer les coûts totaux de propriété. J'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui parce que pour le commerce, je voyais moins là, comment on pourrait le faire atterrir, mais on pourrait en parler dans d'autres circonstances. Mais on veut aussi favoriser l'équité sur les chaînes d'approvisionnement. C'est toute la question du commerce équitable. Et on veut s'assurer que les exigences qu'on va implanter dans le cadre de nos pratiques d'approvisionnement ne vont pas exclure du marché les plus petites entreprises, les PME. Donc, c'est ce qu'on veut faire sur le volet économique. Sur le plan social, nous, on a classé là la question de l'achat local. Ça pourrait être dans le volet économique, ça touche un peu aux deux, on va en reparler tout à l'heure. On veut aussi acheter auprès du secteur d'économie sociale. Je vais expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est parce que je pense que peut-être c'est un volet qui est moins connu dans votre milieu. Et exiger le respect des lois du travail pour tous les produits et services, peu importe leur origine. J'en reparlerai pas aujourd'hui de ce point-là, mais c'est un point qu'on pourrait parler dans d'autres circonstances et ça fait partie d'achat responsable. On veut développer des critères. Donc, au fond, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est d'avoir un critère objectif, mesurable, applicable, qui va être axé, au fond, sur les points chauds sur le cycle de vie d'un produit ou un service. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir des exigences qui vont faire en sorte qu'on va réduire les impacts environnementaux les plus importants pour un produit ou un service. Donc, pour pouvoir faire ça, ça ne s'improvise pas. Il faut vraiment référer à des orientations qui sont fournies par des chercheurs, par des structures qui sont rigoureuses et que ce soit axé sur des analyses de cycle de vie. Donc, ici, la diapo qui est là, on l'a déjà présentée dans d'autres événements du Conseil québécois du commerce de détail. Ça illustre, au fond, les impacts de deux produits selon les différentes étapes du cycle de vie. Donc, on voit que dans le cas d'une tondeuse, l'extraction et l'extraction de ressources et le raffinage, c'est là où on a le plus d'impact et en phase d'utilisation, étant donné le carburant qui est utilisé. Et sur une simple table de réunion, les impacts sont aussi au niveau de l'extraction de la matière première surtout et au niveau là, de l'étape d'emballage et de distribution. Donc, ce qu'on cherche, c'est d'avoir des recherches qui nous disent sont où les impacts les plus importants. Et ça, il faut se fier sur des recherches et de voir comment on implante des critères en fonction de ces points-là. Donc, c'est bien important parce qu'on ne veut pas diriger le marché vers des enjeux qui ne seraient pas les enjeux prioritaires, avoir une influence importante si on n'est pas en train de travailler les points qui sont les plus importants là, pour un produit ou pour un service. On cherche aussi à avoir des critères qui vont être appliqués pour les produits qu'on achète, donc avoir un produit qui va contenir un pourcentage de matière recyclée, qui n'aura pas d'émanation toxique, des questions comme celle-là. Mais on veut aussi que le fournisseur qui nous produit ce produit-là, qui est peut-être plus performant sur le plan environnemental, on voudrait aussi s'assurer que ce fournisseur-là lui-même gère ses matières résiduelles, gère bien toute son étape de transport, gère ses bâtiments avec une certaine efficacité énergétique. Donc, lui-même, dans ses propres pratiques, réduit ses impacts environnementaux et profite là, des opportunités socio-économiques. Donc, on essaie de travailler les deux côtés. Au Québec, au Canada, les critères sont beaucoup plus sur les produits ou les services, moins encore sur les fournisseurs, mais dans le cas de certaines organisations, des fois, c'est plus avec les fournisseurs qu'on a travaillé depuis le début. Donc, ça dépend vraiment de la façon qu'on a de fonctionner.
Donc, c'est un peu ce qui met la table sur qu'est-ce qu'on cherche à faire via l'achat responsable. Maintenant, je voulais vous parler un peu de toute la dynamique là, de l'offre locale. Je crois que vous avez peut-être certains d'entre vous participé à un webinaire que donnait Fabien Durif récemment sur les attentes, surtout des consommateurs face à l'offre locale. Nous, ce qu'on regarde au niveau de l'achat responsable, au fond, c'est comment on peut utiliser le volet de l'offre locale dans le cadre là, de nos pratiques d'achat responsable. Donc, la première chose que je voulais vous présenter sur ce plan-là, c'est quoi les motivations sur lesquelles s'appuient les organisations pour acheter local. Donc, la première motivation qu'on voit le plus souvent, c'est la question de l'avantage concurrentiel. Donc, est-ce que ça répond aux attentes de ma clientèle, que ce soit le consommateur direct, que ce soit mon client sur les marchés, une entreprise qui aurait des exigences par rapport à la façon dont on achète localement ou nos impacts sur notre communauté. Donc, c'est la première raison, je dirais celle qui fait avancer souvent le plus rapidement les organisations. L'autre point qui est souvent évoqué, c'est la question des objectifs environnementaux et je vais en reparler tout à l'heure de ces questions-là. On a une supposition que l'achat local permet de réduire les impacts environnementaux. Il y a de plus en plus de joueurs qui parlent de la question de la qualité. Ici, on parle surtout de la qualité aussi dans les fournisseurs de services. Donc, on dit, si on fait affaire avec un fournisseur qui est situé dans notre localité, notre région, notre province, on a plus de chances d'avoir une bonne continuité des activités, une certaine souplesse, rapidité de réponse, une logistique simplifiée. Et notre fournisseur, normalement, va mieux connaître, va mieux être intégré à notre milieu pour pouvoir nous offrir un service qui va correspondre à notre besoin. Ça peut s'appliquer à l'offre de produits également. Et un autre focus qui est très important pour l'achat local, c'est tout l'impact socio-économique, donc le nombre d'emplois, les salaires, la stabilité de l'emploi dans une région, diversifier la base économique locale et voir c'est quoi les retombées des fournisseurs locaux dans la région en question. Donc, est-ce qu'ils paient des taxes, est-ce qu'ils investissent, est-ce qu'eux-mêmes achètent localement? Donc, c'est les différents facteurs qui sont observés et souvent, c'est ça les grandes motivations qu'on observe pour faire des achats locaux. Dans tout ça, qu'est-ce que c'est les critères qu'on utilise pour être capable vraiment objectivement d'évaluer un fournisseur si c'est un fournisseur local? Bien, ce qu'on voit surtout, c'est la question du critère géographique. Donc, on va vouloir s'assurer que le fournisseur est vraiment dans notre région et la plupart du temps, c'est la question de la distance avec le lieu de vente ou le lieu où l'acheteur est situé, le lieu où le mandat est réalisé, qui va être le critère. Donc, on va vouloir s'assurer à quel kilométrage est situé le fournisseur en question. C'est le type de critère qui est parfois utilisé. On voit aussi beaucoup la question de la propriété de l'entreprise. Donc, est-ce que le fournisseur, c'est quoi son pourcentage de capitaux qu'il détient localement, son lieu d'immatriculation, la composition de son personnel clé, pour s'assurer, au fond, que c'est un fournisseur qui est vraiment un fournisseur local. Et un autre aspect qui est souvent regardé, c'est les impacts socio-économiques. Est-ce que c'est le nombre d'employés, le volume des achats, ce que je disais tout à l'heure, les investissements locaux et les taxes? Souvent parce que les entreprises, les commerces vont vouloir démontrer à leur clientèle quels sont ces impacts-là. Donc, comment, en achetant local, on a contribué à des investissements dans la région, au développement de l'investissement, le paiement de taxes, le nombre d'employés qui sont générés dans la région. Donc, la plupart du temps, c'est via des critères comme ceux-là qu'on essaie de repérer l'offre de des fournisseurs locaux. Et je vais parler un petit peu plus loin dans la présentation tout à l'heure comment on peut la repérer, cette offre-là de fournisseurs locaux. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, des points sur ça un petit peu plus tard, j'aimerais vraiment savoir comment vous vous y prenez. Est-ce que c'est un enjeu pour vous, repérer l'offre? Parce que c'est quelque chose sur lequel on essaie de travailler aussi, là, les répertoires. Donc, je continue avec la présentation. On parlait tout à l'heure de la question du transport, donc de l'impact environnemental de l'achat local et on associe souvent cet impact-là à la question du transport.
Donc, on s'aperçoit souvent quand on analyse les impacts aux différentes étapes du cycle de vie que l'étape du transport que vous voyez ici dans le tableau, ce n'est pas toujours là où les impacts sont les plus importants pour un produit qu'on achète. Entre autres, pour les produits alimentaires, mais aussi pour plusieurs biens qu'on acquiert. Donc, on voit que si vous regardez la colonne de gauche, production, la plupart du temps, c'est vraiment l'étape de production que l'extraction, toutes ces questions-là, que les impacts les plus importants sont générés et l'étape du transport, tout dépendant du produit, elle peut être moindre. Donc, c'est quand même un point qu'il faut prendre en ligne de compte. Puis, on dit, au fond, l'achat local peut réduire l'empreinte carbone des produits, donc réduire un impact environnemental important, mais ça dépend du moyen de transport qui est utilisé et ça dépend aussi des autres étapes du cycle de vie. Donc ici, j'ai repris une image qu'on avait qui est plus ou moins à date aujourd'hui parce que les données qu'on avait pour la tomate québécoise en hiver étaient avec la situation des serres, là, peut-être il y a 5 ou 6 ans. La situation s'est sûrement améliorée. Mais on parle souvent, au fond, le fait qu'une tomate mexicaine, son impact environnemental versus une tomate québécoise qui serait produite en serre l'hiver, au moment où peut-être l'efficacité énergétique dans les serres n'était pas la même et les carburants là, qui étaient utilisés pour chauffer les serres n'étaient pas les mêmes, on voyait que la tomate québécoise en hiver n'était pas nécessairement une option plus performante sur le plan environnemental que la tomate mexicaine. Mais bien sûr, en saison, la tomate québécoise, étant donné qu'elle est cultivée en champ, là, les impacts vont être moins importants. Donc, il y a plusieurs facteurs quand même à considérer pour pouvoir là, prétendre cette question-là que l'achat local réduit l'empreinte carbone. Et je vais tout à l'heure vous donner une série de conseils là, pour la question des moyens de transport. L'autre point des impacts, c'est l'impact que l'achat local peut engendrer d'importantes retombées économiques pour la communauté et la société. Là, ce point-là est en général très, très bien accepté. Et au fond, on cherche à documenter beaucoup plus là, quels sont ces impacts-là d'une façon objective pour être capable de vraiment voir comment on peut valoriser là, plus encore parfois l'achat local au niveau des retombées là, socio-économiques qu'on peut avoir. Donc, cette question-là fait un peu le tour sur la question de ce que je voulais vous dire sur la question de l'achat local. Et là, je continuerai avec la question de réduire l'empreinte carbone qui est liée au transport. Donc, je disais tout à l'heure, l'impact du transport va dépendre bien évidemment des moyens de transport qui sont utilisés. Il y a des moyens de transport qui émettent plus de gaz à effet de serre, on le sait bien, donc toute la question du camionnage versus le train versus l'utilisation du paquebot ou utiliser un mix de ces différents moyens de transport-là. Bien, il y a des moyens de transport qui sont plus performants sur le plan environnemental et on ne peut pas prétendre qu'un bien va représenter moins d'émanations au niveau du carbone, d'impact carbone, si on n'a pas documenté quel est le moyen de transport qui est utilisé pour nous le transporter. Ça dépend aussi du type de véhicule, du carburant qui est utilisé pour faire marcher, fonctionner le véhicule et aussi des comportements. Donc, il y a une recherche très importante là, qui a été réalisée en Colombie-Britannique qui documentait les impacts des entreprises des PME dans de multiples secteurs. Et le transport est presque toujours un impact là, important pour n'importe quel type de manufacturier. Et on voyait les initiatives qu'ont mis en place des entreprises, des fournisseurs pour réduire leurs émissions de GES. Et il y a beaucoup, beaucoup d'actions qui ont trait à tous les comportements qu'on a dans le cadre de la livraison. Entre autres, toute la question de la marche au ralenti est vraiment un point qui est énormément travaillé. Donc, éviter dans toute la livraison que les moteurs tournent au ralenti. Donc, vous voyez, c'est des aspects, au fond, qu'on ne pense pas toujours à regarder, mais qui sont les aspects de plus en plus qui sont étudiés dans le cadre des pratiques d'achat responsables pour être capable de mieux maîtriser ces questions-là liées au transport. Donc, ça nous donne un peu quoi comme type de critères qu'on peut utiliser, même quand on est un commerce au niveau de toute l'activité de livraison ou qu'est-ce qu'on pourrait vouloir faire pour réduire les émissions de GS liées à la livraison. Si on regarde la question vraiment des véhicules qui sont utilisés, les critères techniques, on va vouloir voir quel est le type de véhicule. Donc, le modèle de véhicule, les spécifications techniques comme la consommation du véhicule et ses émissions.
de polluants. On peut avoir des exigences au niveau des différentes technologies qui vont être utilisées pour réduire les émissions de GES. Par exemple, il y a des puces là, qui permettent là, d'évaluer, d'assurer au fond que cette marche-là au ralenti ne sera pas faite, va être interrompue si le véhicule est arrêté. Donc, des technologies qui permettent là, de suivre les émissions, de réduire les émissions. Et il y a aussi toute la question de la performance de l'équipement. Donc, est-ce que le véhicule dispose de des équipements qui permettent de réduire les émissions de GES? Donc, nous, on a une liste, là, une espèce de liste de contrôle que je pensais vous présenter plutôt la semaine prochaine, dans le cadre du prochain webinaire, avec une série de points, questions-réponses qu'on peut étudier, dont on se munit pour être capable de poser un certain nombre de questions sur le transport là, pour quand on fait affaire avec nos fournisseurs qui nous font la livraison. Le fournisseur, on peut aussi vouloir voir s'il utilise un ou des véhicules qui permettent l'utilisation de carburants de remplacement, qui sont des carburants qui émettent moins de GES. Est-ce qu'il utilise des véhicules qui permettent... oups, je l'ai 2 fois celui-là, il y a une petite erreur. Est-ce qu'il y a un système anti-ralenti dans les véhicules qu'utilise le fournisseur? Et est-ce que le fournisseur peut nous fournir là, les attributs justificatifs du système de gestion de ralenti moteur pour être capable de s'assurer de ces points-là? Donc, ça, c'est les différents types de critères qu'on utilise là, pour la question du transport. Et selon le type de bien, de service, de transport, de livraison qu'on a à faire, on essaie de voir exactement qu'est-ce qu'il y en est au niveau là, du critère qu'on pourrait utiliser. Donc, il n'y a jamais un contrat qui va pouvoir permettre d'utiliser tous les critères. C'est souvent du cas par cas où on essaie de voir est-ce que je peux au moins implanter un critère qui va me permettre d'assurer que je réduis les émissions de GES au niveau de la livraison. Ici, au Québec, là, la question du transport sur les chaînes d'approvisionnement, c'est un des impacts très importants au niveau des émanations et il n'y a pas encore d'initiative si structurée que ça pour toucher plusieurs joueurs sur les chaînes d'approvisionnement pour réduire l'impact du transport. Donc, c'est un peu là, le point sur lequel je voulais attirer votre attention pour cette partie-là. Maintenant, je voulais vous parler de la question de la contribution à l'économie circulaire via les achats. Je pense que vous avez déjà eu des présentations sur ça. Moi, je ne voulais pas entrer sur qu'est-ce qui est l'économie circulaire. Je sais que ça a été présenté dans plusieurs événements auxquels vous avez sûrement participé, mais tout simplement vous dire que si jamais vous l'avez manqué, il y a une émission de Gérard Filion sur l'économie circulaire. Donc, si vous entrez Gérard Filion, économie circulaire, c'est quelques minutes là, qui permettent vraiment de très, très bien comprendre le dossier, une entrevue avec Daniel Normandin. Donc, moi, je n'irai pas plus loin sur ce bout-là. Je voulais tout simplement attirer votre attention, au fond, sur le fait que cette question-là d'économie circulaire est devenue un accent très, très fort pour des joueurs dans le commerce également. Peut-être pas ici, tant au Canada, même s'il y a de plus en plus d'initiatives qui se mettent en place, mais je voulais vous parler de Kingfisher. J'en avais parlé dans le cadre d'un événement auquel j'avais participé au CQCD il y a déjà quelques années. J'ai eu la chance de travailler pour Rona, accompagner Rona pour développer la politique d'achat responsable et on avait étudier les pratiques de Kingfisher, qui est un grand quincaillier, là, une grande multinationale, et qui est une entreprise qui est vraiment à l'avant-garde du changement. Et eux, on avait vu ce qu'ils voulaient faire déjà il y a 5 ans. Ils nous avaient présenté leur plan et là, ils sont en train de réaliser leur plan. Eux disent qu'il y a 86% de leur clientèle qui, au fond, est contente de ne plus posséder un produit, mais qui veut plus avoir accès à un produit au moment où elle en a besoin. Donc, Kingfisher a complètement axé son offre sur tous les services de rendre accessible, favoriser la location, favoriser la réparation, la restauration. Donc, ils se sont mis vraiment à l'avant-scène de tout ce système-là. Donc, auparavant, ils vendaient ces produits-là et maintenant, ils se font un acteur de l'auto-partage de ces produits-là. Donc, si jamais ça vous intéresse de vous inspirer, je vous recommande fortement d'aller voir leur dernier rapport. C'est, à mon avis, quelque chose qui est très inspirant. Comment ils ont utilisé les attentes de leurs clients pour adapter leur offre là, et adapter leur offre maintenant de produits et de services.
Donc, nous, au niveau des critères, qu'est-ce qu'on essaie de faire dans l'économie circulaire? Au fond, on essaie d'appliquer les critères des 3 RV. Donc, réduction, réutilisation, recyclage et la question de la valorisation que je vais un peu moins parler aujourd'hui. Et on a identifié, au fond, que c'est tous les biens matières qui comportent du papier, du plastique, du bois, tous les emballages. On pense que mobilier de bureau, matériaux de construction, c'est aussi et les vêtements de travail que j'ai oublié. Donc, les vêtements, tout le vêtement sont des biens qui devraient être prioritaires sur ces questions-là. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire d'abord en termes de réduction? Bien, le premier point, ce qui est travaillé de plus en plus, c'est une espèce d'interdiction d'avoir recours à des contenants, des instruments de plastique à usage unique lorsqu'il y a des alternatives. Donc, ça, on le voit de plus en plus souvent. Je vais en reparler, donner quelques exemples tout à l'heure. Et les autres points qu'on voit, c'est d'essayer de voir comment on peut favoriser la location ou le paiement à l'usage plutôt qu'offrir un bien nouveau. Est-ce qu'on peut prolonger, s'assurer de la durée de vie et que la durée de vie soit garantie? Donc, travailler ces questions-là d'une plus longue durée de vie avec garantie pour les biens qu'on offre. Assurer que les biens sont simples d'entretien et travailler la question des emballages pour qu'ils soient optimaux. Donc, on a différentes initiatives. Là, vous avez peut-être vu l'initiative, par exemple, du lave-glace qui est maintenant offert dans certaines stations-service en vrac. Donc, plutôt qu'avoir tout un ensemble de contenants, on peut tout simplement aller re-remplir notre contenant de lave-glace. Il y a de plus en plus une offre de tasses, de produits pour l'organisation d'événements où on va pouvoir non seulement acheter de la vaissellerie, des verres, des tasses, etc., mais on va aussi pouvoir les louer. On va pouvoir les louer sans les laver. On va pouvoir les louer de toutes sortes de façons. Donc, ça évite d'avoir à acquérir soi-même le bien. Tout simplement, c'est un système de location. Et tous les systèmes d'autopartage de véhicules qu'on voit, qui sont souvent initiés par des villes, sont aussi, là, font partie de cette mouvance-là. Je parlais tout à l'heure des expériences de retirer ou exclure certains produits. On a eu différentes expériences dans ce sens-là depuis Rona à l'époque qui avait interdit un certain nombre de pesticides, l'interdiction des sacs de plastique, toutes les pressions des parties prenantes pour les produits de la pêche auprès des détaillants alimentaires qui ont amené à ce qu'un certain nombre d'espèces ne soient plus offertes en magasin. Et récemment, il y a des initiatives dans le milieu pharmaceutique où on a carrément arrêté d'offrir les caisses de bouteilles d'eau chez Family Prix. Donc, ça, c'est le type d'activité qu'on voit qui commence un peu plus à émerger. Sur ça, je voulais vous parler quelques mots de la question justement des matériaux de construction parce que ça a attiré beaucoup notre attention. Tout l'accent qui a été mis sur tout le matériel sanitaire, les masques, les blouses, toutes les protections qu'ont besoin le personnel des soins au Québec en ce moment qui est en pénurie. Et on se disait, au fond, plus on va faire affaire avec les changements climatiques, les inondations, les vents, etc., comment on fait pour s'assurer que les matériaux de construction qu'on achète soient plus résistants, aient une meilleure durée de vie, soient plus adaptés en fonction, au fond, des risques qu'on sait qui nous guettent. Donc, ça, c'est une sphère, si jamais vous avez des initiatives, vous pourriez nous en parler tout à l'heure, mais c'est un champ qu'on pense qui est un champ qu'on devrait vraiment regarder là, sur la question du matériau de construction, ne serait-ce que pour la durée de vie, la résistance là, en fonction des nouvelles donnes qui s'amènent. Pour la question de la réutilisation, on essaie de travailler beaucoup l'offre de biens usagés disposés plutôt que neufs. Donc, nous, on travaille beaucoup avec les acheteurs institutionnels, les gouvernements, les municipalités, plutôt que d'acheter un bien neuf qui s'assure, au fond, par exemple, dans le cadre du matériel de bureau, qu'il n'y a pas déjà du matériel de bureau qui est à disposition, qui pourrait réutiliser, mais c'est bon aussi pour toute une série de biens. Donc, on voit de plus en plus là, qu'il y a une offre et qu'on veut aller vers ça aussi. Comment on peut augmenter la durée de vie des biens en réutilisant, récupérant le matériel. Donc, toute la question d'avoir des biens démontables, réparables, ça vient s'inscrire aussi dans cette mouvance-là. Et on voit de plus en plus d'acheteurs institutionnels qui vont étudier avec leur fournisseur la possibilité que le fournisseur récupère les emballages, surtout les emballages secondaires, leurs matériaux ou leurs produits.
Donc ici, j'avais remis l'exemple des fameux tapis interface dont on parle depuis plusieurs années, où ils avaient une offre vraiment où on pouvait changer tout simplement quelques tuiles de tapis dans un centre parce que les couleurs, maintenant, on est capable de changer juste une partie du tapis plutôt que de changer tout le tapis au complet, changer juste les parties qui sont vraiment usées. Mais eux, maintenant, récupèrent leur matériel après usage, quand c'est en fin de vie, pour le remettre dans les circuits de production. Donc, c'est un exemple dont on parle souvent. Et sur ce plan-là, tout simplement vous dire quelques mots, par exemple, des pneus d'avion qui sont transformés maintenant en tapis à Drummondville. Donc, des organisations qui s'assurent, au fond, comment elles peuvent réutiliser du matériel qui est là, qui est à disposition, pour le faire entrer comme un intrant dans des nouveaux circuits de production. Donc, c'est quelques exemples. Je sais qu'il y en a beaucoup plus sur Protégez-vous. Il y a toute une série d'exemples, d'initiatives dans ce sens-là. Donc, vous pourrez consulter là, la liste qu'il y a sur Protégez-vous ici dans la présentation et peut-être que vous avez des cas dont vous pourrez nous parler aussi. Pour la question du recyclage, c'est la même chose. Il y a de plus en plus de matériaux recyclés. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est exiger un pourcentage de matériaux recyclés dans les biens qu'on offre, de plastique recyclé, de s'assurer, au fond, le verre. Donc, chaque fois qu'il y a une option qui existe, comment on peut faire en sorte pour qu'on inclue, qu'on exige un pourcentage de matière recyclée pour encourager cette industrie-là du recyclage et exiger, bien sûr, que les biens qu'on va offrir soient eux-mêmes recyclables, éviter qu'il y ait des portions des biens qui ne puissent pas du tout ni être démontés, ni être recyclés, ni être réutilisés. Simons avait une expérience intéressante sur ce plan-là avec les bouteilles de plastique et j'avais gardé quelques citations de leur présentation sur leur site parce que ça me semblait représentatif de ce que je voulais parler avec vous la semaine prochaine. Donc, la question d'avoir une relation privilégiée avec un fournisseur pour étudier ces différentes opportunités-là parce que ce n'est pas toujours si simple de les identifier. Être sensible aux enjeux environnementaux et vouloir les réduire dans notre activité commerciale. Développer donc une offre qui soit plus responsable et que ça prend plusieurs mois de travail la plupart du temps pour arriver à mettre en place là, des nouvelles initiatives. Donc, il faut s'attendre à y mettre le temps et l'énergie là, si on veut arriver à prendre cette mouvance-là et à pouvoir s'y inscrire. Donc, ici, je vais en reparler plus la prochaine fois. J'ai identifié toute une série de critères. Ici, ce sont les critères de Kingfisher. Donc, pour sauver de l'argent en sauvant de l'énergie, d'avoir des produits qui sont plus éco-énergétiques, usage avec efficacité de l'eau, exploitation des ressources naturelles renouvelables, qui soient confortables, adaptés aux réalités, pas de courant d'air, plus résistants, etc., aux intempéries. La meilleure économie possible. Donc, il faut toujours chercher à ce que ce soit économique et connecté et intelligent. Et à droite, bien là, vous avez une série de critères dont on a parlé tantôt, matériaux durables de qualité, faible déchets, faible d'entretien, pratique et utile, sans culpabilité, je vais en reparler tout de suite, évolue avec les besoins de la famille et est disponible pour tous. Donc, c'est surtout les 4 premiers critères, là, les points sur lesquels on essaie de travailler en ce moment avec les organisations. Sans culpabilité, je trouvais intéressant que Kingfisher ait inscrit ça. Ils font beaucoup d'actions pour encadrer là, la question des chaînes d'approvisionnement. Et nous, au fond, il y a un levier, puis je crois qu'il est possible pour plusieurs commerces, c'est de favoriser les produits équitables quand ils existent. Donc, vous avez ici en bas là, la liste des produits dans lesquels on a une offre équitable maintenant accessible au Canada qui est certifiée. Donc, quand on fait affaire avec ces produits-là, on gère quand même une série d'enjeux sur la chaîne d'approvisionnement pour un meilleur prix aux petits fournisseurs et aussi le respect d'un certain nombre de règles environnementales et des règles du travail. Donc, et les emballages, bien, on a une série de critères applicables aux emballages. Il ne faut surtout pas les oublier. Et ça aussi, dans les listes de contrôle dont je vous parlerai la semaine prochaine, on pourra voir exactement qu'est-ce qu'on peut demander pour les emballages. Donc, je prends encore 2 petites minutes avant de passer aux questions pour vous parler de la question de repérer l'offre. Donc, nous, on pense que c'est quand même un enjeu ou identifier où est l'offre plus responsable sur les marchés. Donc, tout simplement, vous mentionnez, vous êtes sûrement très, très bien informé au niveau de tout ce que propose Aliments du Québec. Il y a des répertoires, il y a beaucoup de répertoires pour les produits régionaux. Je ne sais pas si vous saviez que ICRIC, la base de données ICRIC qui est gérée là, par une entité gouvernementale Québec,
identifie l'ensemble des manufacturiers, grossistes, distributeurs et services aux entreprises au Québec. Et maintenant, ils demandent aux entreprises qui s'enregistrent sur ICRIC d'identifier est-ce qu'ils répondent à des certifications environnementales, est-ce qu'ils ont une offre de produits plus responsable. Donc, c'est un bon moteur de recherche pour identifier dans votre secteur est-ce qu'il y a des manufacturiers qui proposent quelque chose. Donc, je voulais quand même le mentionner. Et dire rapidement qu'il y a une offre des entreprises de l'économie sociale, donc des entreprises qui offrent des produits, des biens et services qui sont produits par des coopératives, des OSBL, des mutuelles, au fond, qui contribuent à intégrer au marché du travail des personnes qui sont exclues du marché du travail, des personnes handicapées ou tout simplement qui ont une mission sociale, environnementale qui est leur priorité sur la recherche de profit. Donc, ces entreprises-là ont une offre qui est très intéressante. Par exemple, le groupe TAC, je vous donne cet exemple-là. Ils sont basés à Québec. Ils travaillaient avec la maison Simons pour faire tout l'emballage des biens qui sont achetés pour livraison à domicile. Donc, c'est des entreprises qui peuvent avoir une offre intéressante pour une série de commerces et qu'il y a des répertoires qui existent de ces organisations-là. Ils sont tous repérés. Donc, dans ce que vous verrez, là, ici, vous voyez l'offre des coopératives, donc préparation, produits pour soutien nutritionnel, des produits de blanchisserie, des articles de jeu, des articles de sport. Toutes ces organisations-là sont reconnues comme des entreprises d'économie sociale et l'avantage, c'est qu'ils sont très bien répertoriés via des répertoires là, qui sont bien structurés. Donc, c'est un petit peu sur ça que je voulais qu'on conclue. Donc, il y a différents critères qu'on peut mettre en place pour le contenu, les propriétés des biens, leur performance, leur provenance. Ça dépend des secteurs. Le secteur de l'épicerie, hygiène, produits nettoyants, vêtements, les critères ne sont pas les mêmes. Et moi, ce que je vous proposais, au fond, c'est la semaine prochaine, dans un autre webinaire, d'avoir plus des questions-réponses sur les outils qui sont disponibles et des listes de contrôle pour voir comment on peut implanter là, graduellement ces différents aspects-là. Mais pour le moment, je m'en tiendrai à ce point-là pour voir si vous avez des questions et si, puisque mes 40 minutes là, sont terminées. Donc, merci Anne-Marie. Écoute, avant de débuter la période de questions, j'aimerais ça que est-ce que c'est possible, tu as parlé beaucoup de plus en plus de l'implication des municipalités partout au Québec. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, notamment au niveau des entreprises, pour voir exactement ce qui se fait dans les municipalités et qui pourrait peut-être être un des partenariats là, qui est possible, ou en tout cas des alliances possibles qui peuvent être faites avec les municipalités? Peux-tu élaborer? As-tu des informations là-dessus? Oui, bien, j'ai un exemple que je trouve intéressant que je peux vous donner, puis je ne suis pas gênée d'en parler. C'est la ville de Mascouche, qui n'est quand même pas une très grande ville et qui a fondé beaucoup sa politique d'achat responsable sur l'offre commerciale sur son territoire. Donc, ça me semblait très intéressant. En discutant avec eux, au fond, j'essayais de comprendre comment ils avaient mis en place leur approche. Et eux, ils se sont basés vraiment sur ça. Puis au fond, c'était aussi le résultat d'un certain lobbying ou une certaine influence qu'avaient exercé les commerces en question sur le territoire pour dire, nous, on a une offre de produits plus responsables. Comment est-ce que la ville peut reconnaître cette offre-là dans le cadre de ses pratiques d'approvisionnement? Donc, tout simplement vous dire, au fond, les villes vont de plus en plus, les villes deviennent des acteurs très importants de la question de l'achat responsable. On vient de faire une recherche pour la Fédération canadienne des municipalités. Nous, on a 6 nouvelles villes qui sont membres de l'ECPAR depuis l'année dernière. Donc, il y a vraiment une mouvance sur ce plan-là. Donc, je pense que les villes vont vouloir mobiliser les acteurs sur leur territoire. La Ville de Montréal, avec Ville équitable, a d'ailleurs essayé de travailler avec le plus de commerçants possible pour augmenter l'offre de produits équitables sur le territoire. Et quand il y a un fournisseur, une entreprise, un commerce qui a une offre, c'est répertorié sur le site de la ville. Donc, oui, il y a des collaborations qui peuvent se faire et tu fais bien de me poser la question parce que moi, ça va m'inciter aussi plus à ce qu'on travaille avec les villes pour qu'elles communiquent mieux avec leurs partenaires sur le territoire. Là. Parfait. Et la dernière question que moi-même, je ne veux pas prendre trop de temps de l'auditoire, mais j'aimerais ça que tu nous parles du baromètre, justement, là, qui vient d'être lancé. S'il y a une opportunité de la part des entreprises de pouvoir
répondre au sondage là, que vous avez en ligne. Peux-tu nous en dire plus? Oui. Ben, c'est vrai que je n'ai pas mis comme tel une diapo sur le baromètre parce que j'espérais vous en parler plus la prochaine fois, mais le baromètre de l'approvisionnement responsable, c'est une mesure de l'achat responsable. Donc, pour pouvoir y participer, on répond à un questionnaire, ça dure une trentaine, 45 minutes, et le questionnaire va être adapté pour les plus petites entreprises là, plus tard dans l'année. Donc, vous allez là, pouvoir voir, on vous enverra les liens. Et quand on remplit le baromètre, au fond, en 45 minutes, ça permet par la suite d'avoir une fiche personnalisée qui compare votre performance avec celle de l'ensemble des répondants. Donc, ça vous permet de voir là où vous avez déjà des pratiques en place et ça va bien, et aussi de voir qu'est-ce que vous pourriez améliorer. Et ce qui est intéressant, c'est que si on travaille d'une façon concertée pour avoir beaucoup de commerces qui répondent au baromètre, on pourrait avoir une feuille de balisage, au fond, une fiche de balisage qui ne soit pas avec l'ensemble des répondants pour le Canada, mais qui soit avec l'ensemble des répondants pour le commerce de détail au Québec. Donc, on peut faire ce qu'on veut avec cet outil-là. La première chose qu'il faut faire, au fond, c'est que les entreprises, les commerces, elles répondent au baromètre en grand nombre. Et selon le nombre de répondants et le profil des répondants, on va pouvoir faire des évaluations, des balisages comme ça par secteur. Donc, c'est à partir du 1er juin jusqu'au 25 août 2020 qu'on peut aller répondre au baromètre. Donc, on a le temps de le faire. Et dans la présentation là, que vous pourrez rendre disponible pour vos gens, je vais ajouter une diapo, Françoise, avec le lien exactement là, de comment avoir accès au questionnaire. Parfait, excellent. Merci Anne-Marie. Vanessa, je te lance la balle. Est-ce qu'on a des questions? Je pense que oui, en ligne. Oui, exactement. J'ai des questions dans la question-réponse. Alors, la première question, Anne-Marie, Claire nous dit « J'ai compris que vous allez donner des outils ou coordonnées pour obtenir des informations la semaine prochaine. » C'est bien le cas? En fait, moi, ce que j'avais proposé à Françoise, là, c'est de présenter aujourd'hui ce qu'on veut faire, puis de vous inviter à m'envoyer vos questions précises, si vous en avez, pour que la semaine prochaine, on puisse répondre à des questions que vous avez. Parce que j'expliquais à Françoise, ça fait quelques fois qu'on présente à votre réseau. Moi, je voudrais mieux savoir comment vous recevez ce qu'on vous présente et comment on peut vous aider à aller plus loin. Donc, si vous avez des questions, donc moi, j'ai proposé 2 webinaires, un autre la semaine prochaine à la même heure, même jour, même poste, pour répondre à vos questions. Et oui, là, je vais avoir des différents outils que je pourrais vous présenter. Puis après ça, bien, la plupart de nos outils maintenant sont accessibles au grand public. Donc, vous pourrez voir comment vous pourriez les utiliser. Et la présentation va vous être disponible aussi. Là, je vais la rendre accessible pour le conseil. Bon, super. Ça répond aux 2 prochaines questions. C'est à savoir si vous allez partager votre présentation. Parfait. Donc, je vais l'envoyer directement aux participants après la rencontre. Puis, une autre question de Claire, un peu plus longue, celle-ci. Je suis en démarrage en fabrication de vente de cosmétiques naturels, éco-responsables, véganes et sans cruauté animale. Avec la COVID, nous devons repenser notre modèle d'affaires. Une option devient la formation en ligne et envoyer les matières premières aux clients pour du DIY. Comment peut-on être éco-responsable au niveau du packaging sans faire du suremballage? Vers quoi ou quelles ressources se tourner pour évaluer des solutions éco-responsables? Oui. Il y a beaucoup d'informations sur les emballages. Éco-entreprise Québec, si vous avez peut-être l'occasion d'aller visiter leur site, ont beaucoup d'informations. Et la semaine prochaine, je pourrais donner des critères, mais les emballages doivent vraiment être adaptés en fonction du produit qu'il vise à protéger au fond. Donc, ce qu'on veut éviter à tout prix, on l'a vu tout à l'heure dans la grille qu'on avait, la fabrication des produits est souvent là où il y a le plus d'impact. Donc, si pour réduire l'emballage, on rend le produit plus vulnérable et qui pouvait arriver abîmé à destination et ne plus pouvoir être utilisé, qu'on perd le produit au complet, là, on n'a pas gagné du tout. Donc, il faut absolument préserver la tâche, le rôle premier d'un emballage qui est
protéger un produit, mais effectivement, il faut que ce soit optimisé. Donc ça demande, malheureusement, l'achat responsable, il n'y a pas de solution passe-partout. C'est toujours en fonction d'un secteur, d'un produit, mais je dirais que dans le cas des produits cosmétiques et toutes ces gammes-là, on voit beaucoup de suremballage. Donc, comment simplifier au maximum? Là, je crois bien qu'il doit y avoir des orientations. Et vous dire aussi qu'il y a Maillon Vert qui travaille avec le secteur pharmaceutique, qui est directement où on offre beaucoup de produits cosmétiques qui ont probablement déjà quelque chose de spécifique pour ce secteur-là. Donc, vous pourriez aller visiter le site maillonvert.com ou quelque chose comme ça. Vous allez le trouver facilement. Je vais en reparler la semaine prochaine de cette organisation-là et pour voir comment adapter vos exigences sur l'emballage. Et si tu me permets, Anne-Marie, j'en profite peut-être pour répondre à la question. Le Conseil québécois va tenir également un webinaire avec justement Éco-entreprise Québec sur l'emballage, qui est la révolution des emballages actuellement. Donc, avec Geneviève Dionne, qui est la directrice au niveau de l'éco-conception des emballages. Elle va venir notamment parler des effets de la pandémie actuellement sur les emballages, parce qu'effectivement, on est dans une période où on tente justement de tenter de revenir au suremballage alors qu'on s'en allait tranquillement vers autre chose. Donc, c'est un webinaire qui va être offert. On va les afficher à la toute fin. Je crois qu'il est affiché, Vanessa, celui-ci, je ne suis pas certaine. Non, c'est ça. Juin. Donc, peut-être qu'on pourra vous transmettre directement l'information sur ce webinaire-là qui aura lieu le 9 juin prochain. Parfait. C'est ça, juste mentionner l'enregistrement aussi, on me le demande, ça sera disponible après le webinaire, je l'enverrai à tous les participants également. On a une autre question. Est-ce qu'il y a des répertoires, des guides pour éclairer les consommateurs sur, par exemple, la voiture qui émet et ou produit le moins de GES? Le sujet de l'achat responsable est tellement vaste et il y a de plus en plus de propositions. Il est donc difficile de faire nos choix. Oui, bien, il y a de plus en plus d'informations sur les véhicules. Puis, entre autres, il y a un site du gouvernement du Québec. Là, le gouvernement du Québec achète beaucoup de véhicules. Et si vous allez... Là, le nom m'échappe en ce moment, mais je me prends une note. Là, je vais essayer de l'ajouter dans ce qu'on va mentionner. Nous, la liste de contrôle qu'on a indique les critères, les points qu'on devrait observer quand on achète un véhicule léger. Donc ça, on pourra vous donner une idée de ça. Mais si vous allez sur le site du gouvernement du Québec, vous allez voir toutes les exigences qu'ils ont maintenant pour les véhicules et c'est très, très bien documenté. Donc, si votre but, c'est d'avoir des infos sur un véhicule à utiliser pour un consommateur ou un véhicule léger, il y a énormément d'informations qui sont disponibles maintenant. C'est quand on entre dans les autres gammes de véhicules, là, ou plus lourd, plus important pour le transport, où l'offre est peut-être moins élaborée et qu'il faut plus chercher les différents critères. Mais pour les véhicules comme ceux-là, je crois qu'avec les deux sources dont je vous ai parlé, vous allez avoir une bonne réponse à votre question. Parfait. Une question concernant le baromètre. Quand pourrons-nous le compléter? Baromètre des petites entreprises. Oui, bien, on s'est donné comme défi d'adapter notre baromètre. Nous, vous avez vu, jusqu'à maintenant, c'est surtout les grandes organisations qui font achat responsable. Je ne vous le cacherai pas, même s'il y a de plus en plus de PME. Là, on a fait beaucoup d'accompagnement des PME cette année. Mais jusqu'à maintenant, c'est plus des grandes organisations. Donc, on monte notre sondage en fonction de l'emploi de leurs activités. Mais cette année, on voulait vraiment l'adapter. Donc, je me suis donné comme défi avant fin 2020 d'avoir une réponse qui soit adaptée aux plus petites entreprises. Donc, suivez-nous sur les médias sociaux où on informera Françoise. Mon but, c'était en juillet, mais là, je ne sais pas si on va être capable vraiment de le faire, mais on veut le faire en 2020. Parfait, merci. Autre question. Le verre semble le meilleur choix, mais plus lourd, donc plus de carbone à la livraison. Est-ce le cas? Ça dépend des cas, donc s'il faut étudier, je pense qu'il y a beaucoup d'alternatives au verre qui sont étudiées, mais c'est tout dépendant de ce qu'on fait avec le verre en fin de vie. Je ne pourrais pas vous répondre spontanément sur cette question-là comme ça. Il faut absolument voir quel produit, quel usage et quel moyen de disposition on a. Je sais qu'il y a beaucoup d'alternatives qui ont été étudiées, mais souvent aussi, ça dépend justement les attentes des consommateurs au niveau
c'est un emballage, finalement, la bouteille, hein? Donc, du type d'emballage pour le produit qu'on veut offrir, mais définitivement, il y a beaucoup d'initiatives pour alléger les bouteilles, mais il faut voir un peu jusqu'où on est capable d'aller avec ces initiatives-là aussi. Mais je pourrais avoir plus d'infos la prochaine fois sur cette question-là. D'accord. Pour l'offre aux consommateurs, comment répondre au manque de confiance envers les certifications? Plusieurs appellations ne sont pas contrôlées et les gens les prennent pour de l'éco-blanchissement, greenwashing. Oui. Il y a toute une série, il y a maintenant une série de certifications que je vous dirais qui font plus l'unanimité, qui sont rigoureuses, que les consommateurs commencent à connaître, comme FSC pour la certification du bois, Énergie Star, les différents types. Donc, ça aussi, on a une liste et le gouvernement du Québec aussi, c'est assez peu connu. Ils ont monté un répertoire de l'ensemble des éco-étiquettes. Et ils ont fait vérifier, ils ont gardé celles qui étaient rigoureuses. C'est construit pour des acheteurs comme vous qui achetez, mais le consommateur peut aller s'y référer aussi. Donc, oui, il y a des certifications qui sont douteuses, mais il y en a d'autres qui sont là depuis plus longtemps, auxquelles on peut faire confiance. Donc, c'est toute la question de la communication. Et ça, ce n'est pas une communication qui devrait revenir individuellement à chaque organisation. On espère qu'il y aura des initiatives gouvernementales pour mieux communiquer sur les certifications. Mais le gouvernement du Québec a fait un pas dans ce sens-là avec son répertoire des éco-étiquettes. Quand vous allez répondre au baromètre, d'ailleurs, on a mis le lien vers le répertoire en question, là, si jamais ceux qui vont aller répondre, là, mais sinon, je pourrais le joindre pour que vous l'ayez dans la présentation. Parfait. J'ai une autre question. Aliment Québec a été créé par qui? Et comment est-ce possible de créer l'équivalent pour l'industrie du vêtement fabriqué localement? Et c'est une bonne question. Ça a été créé par qui? Est-ce que c'est les acteurs du milieu ou c'était une initiative gouvernementale? Là, ma mémoire faiblit, mais je pourrais vous revenir là-dessus. Je sais que, si tu me permets, je sais que notamment l'Association des détaillants en alimentation du Québec a été très impliquée là-dedans. Ouais. Donc, est-ce qu'il a été créé par eux? Je ne sais pas, mais je sais qu'ils font partie de ceux qui étaient à l'entour de la table pour la création de ça. Et effectivement, c'est un logo qui est très reconnu au Québec là, et de la population. Là. C'est une très bonne idée de voir comment travailler quelque chose de semblable pour d'autres industries parce que c'est un travail de plusieurs années, comme le dit Françoise, de concert avec les grands détaillants ou les gens qui sont impliqués, mais aussi avec les fournisseurs. L'Union des producteurs agricoles a été très impliquée aussi dans cette structure-là. Donc, c'est un projet dont j'aimerais qu'on puisse reparler si ça vous intéresse, mais sûrement, on pourrait faire une étude de cas de comment c'est construit Aliments du Québec pour voir comment reproduire. Et il y a une initiative qui s'appelle ISEAL, donc c'est ISEAL, qui est une espèce de référentiel sur comment monter une certification pour qu'elle soit très rigoureuse. Ils ont simplifié beaucoup leur approche. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par ça, allez voir ISEAL. Vous allez trouver un guideline là, vraiment très précis sur tout ce que vous devez considérer pour développer ce genre d'initiative-là. Parfait. Ça fait le tour des questions-réponses. Je vais quand même laisser quelques secondes de plus si quelques personnes aimeraient en poser à l'écrit ou bien à l'oral. Non, pas d'autres questions. De toute façon, si j'en reçois par la suite par courriel, je vous les transférerai avec plaisir, Anne-Marie, pour pouvoir y répondre. Françoise, on te laisse la parole. Anne-Marie, dans le cadre du prochain webinaire, tout dépendamment des auditeurs qui sont en ligne, on a des inscriptions de beaucoup de détaillants, mais je sais qu'on a des inscriptions provenant de d'autres horizons, des fournisseurs et tout ça, peut-être certains dans le milieu de manufacturier et tout. Lorsqu'on parle d'approvisionnement local, d'approvisionnement responsable, moi, je me préoccupe beaucoup du rôle des acheteurs chez les détaillants. L'ensemble des détaillants ont tous un département au niveau des achats. Souvent, ce qu'on me dit, moi, c'est écoutez, c'est sûr qu'on ne pourra pas éventuellement avoir tous les produits qui sont fabriqués ici, qui sont fabriqués au niveau du Québec. C'est clair, il y a des produits qui rentrent de partout.
est-ce qu'il y a des outils qui existent pour bien aider, si on veut, les détaillants qui veulent revoir, par exemple, leur appel, leur liste d'achat, d'approvisionnement, de fournisseurs au niveau des approvisionnements? Est-ce qu'il y a des outils qui existent aussi au niveau, par exemple, de les clauses qui peuvent se retrouver dans les contrats d'approvisionnement? Y a-t-il un endroit, est-ce que c'est sur votre site? Est-ce que ça existe, ce genre d'outils-là, pour les aider à revoir comment est-ce qu'ils doivent sélectionner les produits qui vont éventuellement être vendus ici même aux consommateurs québécois? Y a-t-il un endroit auquel tu peux les référer ou pour les guider là-dedans? Moi, c'est un exercice que je voulais faire la semaine prochaine, là, voir un petit peu comment vous, de proposer différentes lignes, comment on s'adresse, comment on repère le fournisseur, comment on évalue le fournisseur avec lequel on travaille depuis longtemps, ou est-ce qu'on regarde ailleurs? Est-ce qu'on essaie plus de travailler avec notre fournisseur actuel d'abord pour savoir est-ce que lui n'a pas une offre plus responsable, puis que peut-être on ne lui a pas demandé, puis que lui ne nous l'a pas proposé, mais qu'il y en a une. Et sinon, où sont les répertoires? Donc ça, je dirais que c'est les deux premiers guidelines. J'en ai parlé un peu de répertoire, j'aimerais revenir un peu plus là-dessus. Et sinon, comment on chemine avec nos fournisseurs actuels? Lesquels parmi nos fournisseurs actuels sont des alliés dans cette démarche-là? Je pense que ça, il y a une mouvance à faire sur ce plan-là. Pour ce qui est des exemples de clauses, nous aussi, on est en train d'essayer de monter un répertoire d'exemples de clauses. Même en Europe, là, où ils sont censés faire ça depuis 10 ans, 15 ans, on n'est pas arrivé à trouver vraiment, mis à part d'avoir un répertoire qui dit qu'on a l'exigence Énergie Star ou des trucs comme ceux-là où on est déjà très, très bien prêt à le faire. Donc, il n'y en a pas pour le moment de répertoire comme ceux-là, parce qu'il n'y a pas tant d'appels d'offres qui incluent non plus des clauses de durabilité, malheureusement, au Canada, mais c'est quelque chose qu'on travaille. Mais même si on n'a pas des répertoires avec des clauses, on peut travailler des clauses ensemble. Donc, c'est là où on pourrait être rendu aussi de voir est-ce qu'il y a une clause qui pourrait être adaptée à tout genre de produits qu'on achète et comment on pourrait la tester, cette clause-là. Donc, je pense que dans notre prochain atelier, là, pour ceux qui sont en ligne aujourd'hui ou les autres qui s'ajouteront, si on peut essayer de voir comment on peut avancer vraiment vers quelque chose de concret, moi, c'est là que je voudrais aller là, la semaine prochaine. Donc, ce que je comprends, c'est que le deuxième atelier, on va aller beaucoup plus dans les outils concrets pour pouvoir là, aider les participants là, à mieux avancer à travers justement l'approvisionnement plus responsable au Québec. Outils concrets pour le commerce de détail, qui n'est pas la même chose que pour d'autres organisations. Je pense que ça prend quelque chose de particulier. Ouais. Exactement. Est-ce que, Vanessa, on a une dernière question en ligne avant de terminer? Non, ce sera tout. Il y avait une petite question, mais j'y ai répondu. C'était le nom de l'organisme, ICIL. Je viens de l'écrire aux participants qui posaient la question. Ils voulaient que qu'on répète le nom, les initiales. Parfait. Tout est beau. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Bien, merci Anne-Marie infiniment d'avoir pris le temps de nous éclairer à travers tout ça. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler. Je voyais dans les médias cette semaine beaucoup, on discute d'achat local de plus en plus. Les consommateurs sont préoccupés. Le gouvernement tente aussi de vouloir bouger dans ce secteur-là. Donc, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler et je pense que c'est une bonne chose aussi. Donc, merci Anne-Marie de nous avoir éclairé là-dessus. Donc, on te revoit pour ceux qui ne sont pas inscrits au prochain webinaire, qui est la suite, le volet numéro 2. Avec Anne-Marie, je vous invite à le faire, donc le 11 juin prochain. Donc, merci aux participants. Mais avant de vous laisser tout le monde, on va afficher, si tu permets, Vanessa, la liste des prochains webinaires qui s'en vient au cours des prochains jours. Donc, si jamais vous avez des collègues ou des gens de votre entourage qui sont intéressés par les sujets. Donc, vendredi cette semaine, l'expérience client dans la nouvelle réalité de 2020. Mardi prochain, augmenter ses ventes en ligne grâce à la publicité numérique. Donc, on le sait présentement, c'est des sujets qui attirent beaucoup et qui sont en demande. Le 10 juin, on parle de fidélisation de la clientèle à l'heure de la COVID. Le 11 juin, le volet 2 avec justement Anne-Marie. Et le 16 juin, on parle d'accueil optimal en temps de mesures sanitaires. Il y en aura d'autres webinaires. Surveillez-nous, suivez-nous sur nos réseaux
Il y aura des formations qui vous seront offertes jusqu'au 30 septembre prochain. Donc, ce n'est pas les sujets qui manquent. Donc, je pense que ça clôt le webinaire. Je vous remercie au nom du Conseil québécois ainsi que des Détails Québec d'avoir participé à celui-ci. Donc, au plaisir de vous revoir dans un prochain webinaire. Merci Anne-Marie, merci Vanessa et merci à vous. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.